En décembre, c'est le marathon du don de Radio Courtoisie. Alors, la mission première de Radio Courtoisie, déjà, c'est la défense des valeurs traditionnelles, de la vérité et de la liberté d'expression la plus absolue dans le respect de la loi. Et nous avons pour principe, comme devise, de réinformer. Alors, la réinformation, c'est un mot qui est passé dans le langage commun aujourd'hui, mais il a été forgé à Radio Courtoisie. La réinformation, qu'est-ce que c'est ? Ça n'est pas de la désinformation à l'envers, c'est le contraire de la désinformation. C'est-à-dire qu'on donne des faits vrais, et ensuite, on donne une interprétation qui, elle, est libre, mais, encore une fois, l'exigence, c'est la vérité. Alors, si vous aussi, vous appréciez qu'on essaye de vous proposer autre chose que le robinet d'eau tiède des médias habituels... Oula, c'est tiède. Si vous appréciez qu'on essaye d'approcher avec vous de la vérité, eh bien, participez à notre marathon du don. Donnez-nous les moyens de défendre vos idées. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr. Ligne droite. Le grand entretien, Marie Falicon. Bonjour Marie Falicon. Bonjour Maud Coffer, bonjour à tous, chers auditeurs. Comme on s'y attendait hier au coup de 20h30, l'Assemblée nationale a renversé le gouvernement Barnier. La motion de censure a été votée par 331 députés pour une majorité requise située à 288 voix. Un vote inédit depuis 62 ans qui plonge le pays dans l'incertitude politique et budgétaire. Notre invitée de ce grand entretien politique était présente hier en hémicycle pour voter en faveur de cette motion de censure. Manon Bouquin, députée Rassemblement national de l'Hérault et vice-présidente du groupe à l'Assemblée nationale. Bonjour Madame le député. Bonjour. Bienvenue sur Ligne droite et merci d'être avec nous ce matin. Alors vous êtes venu notamment nous préciser les raisons de ce vote. On va parler de toutes les perspectives pour la France après la démission de Michel Barnier, mais avant ça peut-être un premier mot. Ce renversement, c'est une victoire pour le Rassemblement national ? Exactement, c'est la victoire du Rassemblement national. Tout le monde l'a bien compris, c'est par le Rassemblement national que le gouvernement Barnier est tombé. Nous avions, à l'époque, il y a 3 mois, nous n'avons pas voté la censure a priori, parce que nous sommes raisonnables et que nous voulions juger ce gouvernement sur les faits. Cela a été fait. Le budget qui a été présenté n'est pas acceptable. À titre personnel, je n'ai pas été élue pour laisser passer un budget qui augmente les impôts des Français de 40 milliards d'euros. Et donc, en conséquence de quoi, nous avons réagi et nous avons censuré ce gouvernement. Oui, parce qu'effectivement, le nouveau Front populaire, on s'en souvient, en septembre, avait déposé une première motion de censure pour faire tomber le gouvernement. Et à ce moment-là, le Rassemblement national avait dit, effectivement, on ne peut pas censurer un produit avant de l'avoir testé d'une certaine manière. Exactement. Nous ne sommes pas pour l'instabilité institutionnelle. Nous respectons nos institutions. Nous ne sommes pas dans l'opposition pour l'opposition. Parce que tout simplement, contrairement au NFP, nous sommes une force responsable. Alors Bruno Retailleau, hier, a dénoncé, je vais le citer, un chaos organisé. Marine Le Pen aura assuré le triomphe de Jean-Luc Mélenchon, ce sont ses mots. Qu'est-ce que vous voulez lui répondre ce matin, Madame le député ? Oui, alors j'ai lu un article dans le Parisien hier ou avant-hier où des communicants du gouvernement assumaient en off à la presse qui maintenait un argumentaire extrêmement catastrophique, extrêmement alarmiste. Vraiment, on veut dire, toutes les plaies d'Égypte vont s'abattre sur la France si la censure est votée pour effrayer les Français, parce que bien sûr, quand un peuple est effrayé, ses capacités de jugement sont davantage manipulables. Je ne pense pas que ça prenne, mais c'est vrai qu'il y a cette... voilà, ils jouent le va-tout, ils cherchent à effrayer les Français pour masquer leur propre frayeur, parce qu'en fait, c'est eux qui sont menacés, c'est pas la France. Pour vous, ils veulent d'une certaine manière sauver leur place. Exactement. Ils sont pas là dans l'intérêt des Français. Si le budget 2025 n'est pas voté en l'état, eh bien, on appliquera le budget 2024, qui n'est pas extraordinaire, j'en conviens, mais déjà, il y a certaines dispositions, comme notamment la hausse de 40 milliards d'impôts. Je le répète, on le martèle un peu ce chiffre, il faut que les gens s'en rendent compte. On a bloqué des dispositions néfastes. Ça ne veut pas dire que le pays sera paralysé pour autant. Parce que, effectivement, Marine Le Pen dénonce, comme vous, un budget tout à fait toxique. Éric Ciotti, pareil, dénonce un budget socialiste.
Pourtant, ces deux groupes, RN et UDR, ont réussi à faire reculer d'une certaine manière Michel Barnier sur 3 points de préoccupation. Je pense qu'on peut en parler un peu. La hausse des taxes de l'électricité, l'aide médicale d'État et le déremboursement des médicaments. Et là, en l'occurrence, la censure arrive au moment où un 4e point de préoccupation n'est pas entendu par Michel Barnier, alors que Marine Le Pen insiste sur ce point. C'est la désindexation des retraites. Est-ce que c'est pas secondaire aussi, d'une certaine manière, face à toutes les concessions accordées par le Premier ministre et à la crise potentielle que ça pourra engendrer, en tout cas aujourd'hui politique? Non, je ne suis pas d'accord. Justement, c'est des mesures minimales que nous exigions. Nous avons fait un contre-budget, il y avait 50 mesures. On n'allait pas demander à Barnier 50 mesures. On n'allait pas à demander à M. Barnier d'appliquer l'intégralité du programme du RN. Oui. En revanche, nous avions des exigences minimales. Donc, vous l'avez rappelé, de remboursement des médicaments, de renoncer à certains des remboursements des médicaments, Oui. c'est la moindre des choses, stopper la sanctuarisation de l'aide médicale d'État, je le rappelle, qui consiste à faire soigner gratuitement des clandestins en France. À l'heure où on étrangle fiscalement les Français. La question de la hausse des taxes sur l'électricité aussi, c'est hors de question. Nous, à terme, on veut faire un contributeur solvable. Donc, en fait, si on continue d'augmenter le prix de l'électricité, c'est la fin. Déjà, c'est pas possible pour les ménages et c'est même la fin de toute activité industrielle, voire même entrepreneuriale en France. Et il y a eu certaines concessions qui avaient été reconnues, très faible, très timide, et la dernière que l'on exigeait, parce que c'était aussi pareil, quelque chose de minimal par rapport à ce que nous avions promis pendant la campagne, Ouais. c'était effectivement renoncer à la désindexation, excusez-moi, je vais y arriver, des retraites sur l'inflation, pour pas que les retraités soient pénalisés. L'idée, il faut faire des économies, évidemment, parce que nous sommes dans une crise financière et économique grave, mais que ces économies ne doivent pas se faire sur le dos des Français, pas sur le dos de la classe moyenne. Les économies, elles doivent se faire sur le train de vie de l'État. Il y a des agences administratives à supprimer, il y a des choses et sur l'immigration. Et c'est pas possible. Nous, on peut pas cautionner ça, en fait. On était obligés de voter la censure parce qu'on peut pas laisser passer des dépenses fastueuses sur le train de vie de l'État et sur l'immigration pendant que les retraités, par exemple, casquent. Et typiquement, justement, sur l'aide médicale d'État dont vous avez parlé, qui est, c'est vrai, une ligne rouge au Rassemblement national, est-ce que ça aurait pas pu être un texte de la niche parlementaire, puisqu'on observe que, en tout cas en France, l'opinion publique donne une majorité de Français favorables à sa suppression simple. Et à l'Assemblée nationale, on imagine que les LR auraient peut-être pu la voter avec vous, peut-être une partie des centristes aussi, et qu'elle aurait peut-être pu passer finalement. Ça aurait pu. J'imagine aussi que c'était tout simplement un sujet qui devait être discuté au moment du budget. Donc, ça aurait pu. Enfin, après, permettez-moi de douter du vote des LR. Je pense qu'on pourrait présenter un texte qui irait dans leur sens, vraiment la chose la plus consensuelle qui soit, qui irait dans leur sens, qui ne l'aurait pas voté. Et d'ailleurs, vous faites bien de le rappeler, puisque c'est vrai qu'on l'a observé aussi pendant votre niche parlementaire, puisque les deux textes sur l'immigration, alors notamment les peines planchées. C'est ça, voilà, parce qu'en fait, il y avait 6 textes, 3 ont pu être examinés, donc il y avait le retour sur l'abrogation de la réforme des retraites, qu'ils ont vidé de leur substance grâce à la complicité de la gauche. Oui. Pour qu'elle échoue elle-même pour sa propre niche parlementaire. Enfin bref, il y avait, par exemple, les peines planchées, ou encore une proposition que les LR sont censés soutenir. C'est l'expulsion des délinquants étrangers. Enfin vraiment. Et là, c'est vrai qu'effectivement, quand on voit Retailleau, d'ailleurs, Retailleau, ministre, était présent, ministre de l'Intérieur, a déclaré un avis défavorable à cette proposition, et ils ont voté contre. Oui, donc effectivement, peu d'espoir de pouvoir voilà. travailler avec eux. Okay. Non. Alors justement, le Rassemblement national a proposé de son côté en mi-octobre, donc au moment où le budget se mettait en place, un contre-budget à celui du gouvernement Barnier, donc avec 15 milliards d'euros d'économies nettes. Vous disiez tout à l'heure, a priori, dans l'état des choses, ce serait le budget 2024 qui devrait être appliqué. Est-ce qu'aujourd'hui, ce sont ça les perspectives à l'Assemblée nationale pour vraiment que nos auditeurs comprennent un peu l'enjeu ? Oui. C'est évidemment pas idéal.
2024 n'était pas un bon budget. Hein. Mais en l'occurrence, nous n'avons pas de majorité actuellement. Donc, la seule solution viable, de toute façon, c'est un retour aux urnes. Il faut que les Français revotent. Et parce que ce qui s'est passé aujourd'hui, si on est dans cette situation de chaos, d'instabilité institutionnelle, hein, c'est parce que Macron et ses alliés se sont alliés avec la gauche et l'extrême gauche au moment de la dissolution contre le bloc national, contre le Rassemblement national et M. Ciotti. C'est du fait de cette alliance contre nature qu'aujourd'hui nous sommes dans cette situation où il n'y a pas de bloc majoritaire qui se dégage à l'Assemblée nationale. La seule solution pour pouvoir avoir une ligne efficace et pérenne, c'est que nous obtenions la majorité, ce qui aurait dû se produire dès juillet dernier, mais je n'en doute pas, ce qui se produira dès la prochaine dissolution. Nous sommes prêts et je ne pense pas que leur soupe du Front républicain prendra 2 fois. Alors, Manon Bouquin, vous êtes députée du Rassemblement national, je le reprécise pour nos auditeurs. Vous attendez vraiment aujourd'hui, c'est ça l'état d'esprit au Rassemblement national, vous attendez une dissolution dans les mois à venir ? Vraiment un retour aux urnes. Non. C'est la seule façon de trancher. Et en attendant, Marine Le Pen l'a exprimé hier sur TF1. Nous, on est évidemment prêts à travailler avec toutes les forces politiques en présence pour présenter un texte budgétaire, parce qu'il va falloir s'y atteler, de compromis. De compromis. Nous, on y est entièrement prêts. Peut-être que la censure a servi de leçon et que le prochain gouvernement, lui, sera prêt à prendre en compte les exigences du Rassemblement national. Oui, parce que c'est vrai, vous venez qui sont des exigences consensuelles. Avec, en tout cas, c'est vrai, l'UDR. Oui. Marine Le Pen a évoqué la perspective de retravailler justement ce budget, c'est ce que vous venez de dire, donc avec le futur Premier ministre. Donc, dans l'idée vraiment pour qu'on comprenne ce qui va se passer, soit il est retravaillé, donc il y a un budget possible pour 2025 qui serait refondé dans les prochaines semaines, soit on applique celui de 2024. C'est cela. D'accord. Et donc ça va se faire dès qui est une hypothèse peu probable. Hein. D'accord, donc a priori budget 2024. Alors... Et il n'y aura pas de shutdown à l'américaine, les fonctionnaires seront payés, les intérêts de la dette seront payés, etc. Enfin, je veux dire, nos institutions sont solides. Hein. La Ve République a été pensée aussi, je veux dire, dans toutes ses limites également. Enfin, je veux dire, pour tester, enfin, les textes de la Ve République sont aussi pensés pour les périodes de crise. Hein. Nous avons des textes institutionnels qui sont très solides. Et pourtant, on voit bien que la situation est complexe depuis ces derniers mois. Tout à l'heure, on parlait donc de la potentielle dissolution, en tout cas des scrutins à venir. Il y a aussi évidemment cette question qui revient dans les esprits, qui revient sur la table, c'est celle de la proportionnelle. Alors certains disent il faut carrément passer à la 6e République, d'autres disent il faut modifier, changer, faire évoluer en tout cas le mode de scrutin pour plus de stabilité politique. Typiquement, sur la proportionnelle, est-ce que vous pensez que c'est pas dangereux de modifier aujourd'hui le scrutin qui serait peut-être en votre faveur cette fois-ci, mais peut-être que la prochaine fois, ce ne le serait pas, et donc faut-il vraiment changer les règles du jeu ? J'aime à dire que lorsqu'on a des principes, que la définition même de principe, c'est de vouloir qu'ils soient tout le temps appliqués, même quand c'est pas forcément en notre faveur. Et que c'est ça un principe, c'est que même quand c'est pas en notre faveur, c'est un ensemble de règles qui doivent être appliquées parce que c'est la juste. Démocratie. Ouais. C'est la démocratie. Nous, on a toujours défendu la proportionnelle parce qu'on estime que c'est juste, on estime que c'est ce qui représente. On estime que c'est ce qui peut le plus à même offrir une assemblée représentative de l'opinion publique française. Ouais. Bien sûr, il faut prévoir des mesures qui permettraient d'assurer un équilibre institutionnel. Donc, par exemple, nous, ce qu'on a toujours proposé, et ça fait de 50 ans qu'on dit ça, hein, c'est un scrutin proportionnel avec une prime majoritaire pour le gagnant, le vainqueur, afin de dégager une majorité assez stable. Ouais. Et cela est juste parce qu'on a une ligne rouge, c'est la démocratie. Il n'y a pas de mauvais choix démocratique. Et moi, je fais le choix de faire confiance aux Français, de ne pas les infantiliser et que
En fait, les gens sont intelligents, en fait, ils comprennent ce qui se passe, ce ne sont pas des enfants. Oui, ils sont responsables à la fois de leur choix, puis aussi des ministres qu'ils ont à la tête de leur pays. C'est vrai. Exactement. Alors, pour revenir un peu sur le budget sur l'Assemblée nationale, parmi les coupes budgétaires proposées par le Rassemblement national, il y avait la baisse de la contribution de la France à l'Union européenne. Oui. Et justement, Manon Bouquin, vous 5 milliards d'euros, ça va, on est raisonnable. Hein. Ouais, 5 milliards C'était sur une revenir hausse au budget si je vous raconte pas de bêtises, c'était de revenir au budget de 2021 à peu près, enfin, de ce que la France versait en 2021. Et en fait, ça n'arrête pas d'augmenter d'année après année. Je veux dire, on fait 40 milliards d'euros d'impôts en plus. Mais sur le contribuable. ouais. Et à côté de ça, on augmente la contribution de la France à l'Union européenne de 5 milliards. Alors, j'étais là au moment où on a réussi à faire passer l'amendement lors de la première lecture du projet de loi de finances. C'était il y a quelques semaines. Donc, on fait passer l'amendement. On était suffisamment nombreux dans l'hémicycle au Rassemblement national pour le faire. Hein. C'était ce qu'ils avaient valu un doigt d'honneur de Sandrine Rousseau. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette... la politesse sur les bancs de gauche. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cet épisode. Sandrine Rousseau était en face de nous. Et en fait, on se lève pour applaudir parce que nous sommes heureux de cette victoire idéologique et Sandrine Rousseau nous fait un doigt d'honneur. Bref, et donc, voilà, nous, c'était même pas la suppression de la contribution de la France, c'était pas un Frexit budgétaire ce que nous faisions, c'était juste déjà que la contribution, elle est prévue pour 2025 de 23,3 milliards d'euros. Ouais. 23,3 milliards d'euros. Donc nous, on a dit non, 5 milliards en moins, on revient au budget de quelques années précédentes, c'est déjà très acceptable. Et ce qu'ils ont fait, c'est que plutôt que d'accepter cette baisse de 5 milliards, tout le socle commun a voté pour carrément la suppression de la contribution de la France à l'Union européenne dans la lecture du budget. En fait, pour qu'évidemment que le budget soit pas acceptable et puisse justifier ensuite un 49.3, etc. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Sûr, mais en fait, donc du coup, c'est eux qui ont supporté la première version du budget, enfin celle qu'on avait, celle sur laquelle on avait planché lors de la première lecture, était amputée de 23,3 milliards d'euros. Parce que c'était eux, c'était pas nous. Qui est passé au Sénat. Non, alors en fait, est-ce que oui, ça avait c'est été le texte qui est passé. Oui, c'est le texte qui est passé au Sénat. Et de toute façon, voilà, c'est plus d'actualité aujourd'hui. C'est plus d'actualité, mais tout ça pour dire que ils étaient tellement pas prêts à faire des concessions qu'ils ont préféré supprimer l'intégralité de la contribution de la France à l'Union européenne. Même nous, on n'était pas pour, on trouvait que c'était un peu excessif, plutôt que d'accepter cette baisse de 5 milliards. Non, mais le Frexit, c'est pas pour tout de suite, on va dire. C'était pas ce qu'on disait, en tout cas. Justement, Manon Bouquin, sur ces thèmes-là, alors vous, c'était important de vous engager pour défendre la souveraineté de la France face aux instances européennes. Vous vous êtes rendu ensuite, dans ce même cadre, à une conférence, justement, en Europe sur le sujet. Est-ce que vous pouvez nous parler du poids que vous observez des instances européennes, justement, jusqu'à l'Assemblée nationale pour notre souveraineté? Oui, effectivement, j'étais il y a quelques semaines à Budapest, parce que vous savez que c'est la Hongrie actuellement qui a la présidence tournante de l'Union européenne. Donc j'étais dans le cadre ça s'appelle la COSAC, c'est la conférence des représentants des parlements nationaux de l'Union européenne. Et donc c'était une conférence sur ce thème-là, d'ailleurs, où les critiques contre M. Orban ont fusé. Moi, j'avais pris la parole pour rappeler que l'Union européenne gagnerait à cesser de vouloir faire passer à cesser de vouloir forcer la main des États membres contre l'avis de leur propre population. En Hongrie, qu'est-ce qui se passe actuellement? Vous le savez, M. Orban a refusé en fait la répartition, enfin de répartir les migrants, les millions de migrants que l'Union européenne accueille chaque année. Il a pu faire Orban a dit non, je ne veux pas que la Hongrie les prenne. Pour cela, il est persécuté par les institutions européennes, notamment il y a 20 milliards d'euros. En fait, chaque État membre reçoit une somme du plan de relance post-Covid, et il se trouve que du coup, pour la Hongrie, c'est bloqué. En fait, l'Union européenne ne reverse pas de somme à la Hongrie au nom de cela, pour forcer... c'est en fait tout simplement la Hongrie pour soumettre. C'est ça, refuse de soumettre. Bien sûr. Orban on pourrait presque parler d'embargo. Applique le choix de sa population. Ouais. Et c'est vrai que on peut être dans l'Union européenne, c'est possible, mais il faut lui tenir tête. Ouais. Je veux dire, si on ne veut pas, si les peuples ne veulent pas
d'immigration, c'est leur choix. C'est leur choix et l'Union européenne n'a rien à dire en la matière. Et d'ailleurs, on voit que les choses commencent à évoluer, c'est vrai, au Parlement européen, puisque des amendements contre l'immigration ont pu être votés grâce à c'est vrai, à un consensus, à une majorité en tout cas de parlementaires de droite qui ont pu s'allier sur les sujets des différents groupes. Donc il y a les Patriotes pour l'Europe, bien sûr, pour le Rassemblement national, et puis les autres groupes. Donc ça, c'est vrai que c'est un premier pas en tout cas. Exactement. Qui peut donner espoir. Exactement. Bon, après, de toute façon, c'est pas du Parlement européen que sortiront. On sait très bien que institutionnellement, le Parlement européen n'a que peu de pouvoir. Il ne faudrait pas faire un parallèle avec l'Assemblée nationale, le Parlement français, qui lui a un vrai pouvoir législatif. Je veux dire, le partage pouvoir législatif, pouvoir exécutif ne s'applique pas vraiment pour l'Union européenne. Enfin, c'est quelque chose de plus dilué. Mais oui. Enfin, après, vous avez raison de le souligner, c'est encourageant. Et alors, il y a un autre sujet évidemment qui concerne la France, mais non seulement la France, mais l'Europe aussi, c'est la crise des agriculteurs. Avec le passage, avec la démission de ce gouvernement, on se retrouve avec une crise peut-être d'autant plus profonde, puisque les agriculteurs vont devoir attendre encore davantage pour avoir des réponses, alors que depuis ces derniers mois, ils appellent à la mobilisation, à la remobilisation justement. Qu'est-ce que vous leur dites pour les rassurer à tous ces agriculteurs ? Oui, mais après, c'était un budget qui baissait les crédits pour le monde agricole. Donc évidemment, nous sommes à leur côté. Nous n'avons jamais cessé de l'être. Nous avons toujours maintenu un cap très clair, notamment contre les accords de libre-échange. À l'époque, on était seuls. Parce que si aujourd'hui, tout le monde dit qu'il est contre le Mercosur, c'est parce qu'il y a eu la colère du monde agricole en janvier 2024. S'il n'y avait pas eu ces mobilisations-là, je pense qu'aujourd'hui, on serait la seule à dénoncer le Mercosur. Mais c'est pas ce budget-là qui allait les aider. Par exemple, la question, par exemple, de l'exemption d'impôt sur le gaz, le gazole agricole. Et veut dire, ça faisait déjà depuis plusieurs mois que c'était acté. En fait, c'est pas du tout ce budget-là, le projet du budget du gouvernement qui a acté l'exonération d'impôt sur le gazole agricole. D'accord, c'était déjà le cas avant, en fait. Ouais, je le précise parce qu'il y a certains syndicats agricoles qui ont appelé à qui ont répondu certaines fake news pour défendre le gouvernement et qui se sont un peu comportés comme la béquille de M. Macron. Et donc, c'est important de le dire à nos agriculteurs quand même. Oui, parce qu'ils ont appelé, c'est vrai, c'est ça, à des mobilisations dans les circonscriptions qui auraient voté pour la il y a un syndicat agricole qui l'a fait. Donc effectivement, on va suivre ça de près. On va parler un peu des perspectives, évidemment, pour la France, parce qu'on a parlé des perspectives donc budgétaires, on l'a compris a priori, sauf surprise, ce serait le budget donc 2024 qui serait appliqué. En revanche, qu'est-ce qui va se passer du côté de la politique, évidemment? Qu'est-ce que vous attendez, Manon Bouquin, avec le Rassemblement national du prochain gouvernement, qui ferait d'ailleurs parmi les candidats un bon Premier ministre? Alors, ce qu'on attend d'un prochain Premier ministre, c'est qu'il ne soit pas seulement poli. C'est très bien. Cela dit, j'ai envie de dire, c'est un bon préalable. La dignité, la courtoisie, la dignité, la courtoisie, c'est très important. Ouais. Et M. Barnier l'était. Mais ça ne suffit pas. Quand on a à la table des négociations une force politique qui pèse 11 millions d'électeurs, il faut parler avec elle. Ce que n'a pas fait M. Barnier. Il a juste été poli. Donc, nous, on veut quelqu'un qui est prêt à prendre en compte ce que nous, on réclame, parce que c'est notre devoir. On a été élus sur un programme et c'est de notre rôle d'en faire passer les principales mesures. Donc, il faut un gouvernement capable de prendre en compte toutes les forces politiques représentées à l'Assemblée nationale. Vous parliez du fait d'arriver à travailler, c'est vrai, avec le futur gouvernement, le futur Premier ministre. Je vais évoquer Gabriel Attal qui a parlé de son intention d'appeler tous les partis républicains en cas de censure. Donc, il voulait mettre tout le monde autour de la table, justement, sauf le RN et LFI. Donc, tout le monde sauf certains. J'ai du mal à comprendre ces gens-là parce que tantôt, ils veulent nos voix et ils les réclament explicitement, notamment pour pas voter la censure, pour sauver leur... J'allais m'exprimer vulgairement, mais vous m'avez comprise. Leur peau. Et demain,
et voilà, le lendemain, en fait, nous sommes infréquentables, nous ne sommes pas dans la République, nous sommes On comprend bien que ce sera compliqué, effectivement, de travailler avec les autres groupes politiques, puisque vous êtes encore vu, en l'occurrence, par le bloc central. Gabriel Attal, c'est le chef des macronistes à l'Assemblée. Vous savez que c'est Attal qui a fait pression sur M. Barnier pour ne pas que M. Barnier discute avec nous et nous fasse des amendements de compromis avec le Rassemblement national. C'est Attal qui est le responsable de cette situation-là. C'est Attal, en fait, qui a provoqué la censure de M. Barnier. Au péril, donc, effectivement, de tous les reins. Quand M. Barnier, là, il a fait son dernier discours de Premier ministre hier, à un moment, il commence en disant « Je remercie M. Attal de sa confiance ». Toute l'Assemblée nationale a éclaté de rire. Oui. Tout le monde avait compris l'ironie du propos, du propos du Premier ministre. C'est Attal qui a causé cette situation-là, en fait, qui a bloqué toute perspective de dialogue avec le Rassemblement national. Et en ont suivi la perte, d'une certaine manière, de bons éléments quand même. Je pense au ministre délégué chargé de la réussite scolaire, Alexandre Portier, qui récemment a fait grand bruit au Sénat avec sa prise de parole en faveur, contre justement l'éducation sexuelle à l'école. Patrick Hetzel sur l'enseignement supérieur. Bruno Retailleau quand même, qui a fait quelques décrets pour faire avancer les choses en tout cas. Il est vrai, on peut espérer qu'il soit réintégré dans un nouveau gouvernement. Monsieur Retailleau, j'ai mis un petit bémol parce que vraiment le coup d'avoir refusé de mettre un avis favorable sur notre loi qui se proposait d'expulser les étrangers délinquants et criminels. Bon, là j'ai mis un petit malus, mais oui, vous avez raison. De toute façon, il faudra travailler avec toutes les forces de bonne volonté et évidemment ça ira au-delà du Rassemblement national. Et alors a priori le Premier ministre ne devrait pas être issu de LFI. En revanche, pourquoi pas du reste du nouveau Front populaire, notamment des socialistes. Est-ce que vous censureriez avec le Rassemblement national un Premier ministre issu du NFP dès le premier jour? Oui. D'accord, ça c'est typiquement une ligne rouge. Une ligne rouge, ça veut dire. Et c'est pour ça que les électeurs se rassurent, veut dire on n'a pas fait alliance avec LFI. Et d'ailleurs, justement, merci de poser la question, parce que je veux que ce soit extrêmement clair. Nous n'avons pas fait alliance avec LFI. La censure, c'était un acte d'opposition. Je veux dire, c'est pas parce que LFI s'oppose que du coup, on doit ne pas s'opposer. Et il se trouve qu'on a voté ensemble la censure parce qu'on était ensemble contestataires du gouvernement. Nous ne sommes pas alliés, nous n'avons rien en commun. Ces gens-là sont des fous furieux. Vraiment, enfin, je les vois tous les jours à l'Assemblée nationale, je vois ce qu'ils votent, je vois leurs discours, ils sent ils sèment le chaos, vraiment. C'est des fous furieux. Voter la censure c'est pas un acte d'adhésion, c'est un acte d'opposition, et donc qui absolument aucune ambiguïté sur ce sujet-là. Alors, Emmanuel Macron s'adressera aux Français ce soir à 20h. Donc, ni la dissolution, ni la motion de censure ne semblent avoir ébranlé le président de la République, qui chercherait désormais parmi ses plus fidèles soutiens pour trouver une solution pour tenir jusqu'à l'été, selon les sources de l'Élysée. On est loin de l'alternance, donc défendue par le Rassemblement national, qui appelle vraiment à un sursaut à une alternance. Emmanuel Macron a fait savoir qu'il ne démissionnerait pas. Est-ce que il pourrait être envisagé d'appliquer la destitution avec l'article 68 de la Constitution? Marine Le Pen a annoncé hier qu'elle ne le souhaitait pas. Elle respecte les institutions. Nous respectons les institutions. Il ne s'agirait pas de provoquer encore plus d'instabilité qu'il y en a déjà. Donc, nous ne réclamons pas la destitution de Macron. Même parce si qu'elle a traité ceux qui le souhaitaient de Che Guevaris de carnaval. C'est l'expression qu'elle a employée hier pour parler du bloc de gauche, bien sûr. Nous ne sommes pas, nous, des Che Guevaris de carnaval. Non, nous appelons par contre le gouvernement à être représentatif des forces politiques en présence. Oui, donc à faire à faire de nouvelles élections, mais sauf que c'est pas avant éventuellement l'été prochain si ça a lieu. Oui, mais que le gouvernement actuel doit prendre en compte. Oui, mais c'est pas, c'est ce que font tous les autres pays. Il est toujours d'actualité d'envoyer de réclamer la présence de Jordan Bardella à Matignon. Exactement. Ah oui, exactement. C'est toujours notre projet. Même en l'état des choses, avec une absence de majorité, ça pourrait être envisagé. Oui.
D'accord, écoutez, on va continuer nous de suivre évidemment toute cette actualité politique. Manon Bouquin, merci d'avoir répondu à nos questions. Je reprécise pour nos auditeurs, bien sûr, vous êtes donc députée de l'Hérault pour le Rassemblement national et vice-présidente du groupe à l'Assemblée. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous, et puis, votre invitation. Bon courage dans cette crise qui continue en tout cas et que nous on suivra évidemment sur Ligne Droite. À bientôt.